Bonjour, voici une nouvelle vidéo sur quelques applications faites sous Delphi. On s'intéressera aujourd'hui à des applications graphiques avec un petit horizon de différentes techniques de rendu en 3 dimensions, en partant d'un vieux logiciel des années 80 que j'avais écrit en Turbo Pascal sous DOS, qui maintenant fonctionne sous Windows, et en passant par d'autres techniques plus modernes, jusque la technique du ray tracing, du remarching même. Alors tout ça sur Delphi 10.2.3, que voici. On va commencer avec la démo 1. C'est une application VCL, toute simple, avec une fiche et un timer. Je l'exécute, et on obtient notre première application. Alors c'est une application dont la taille de l'image est très petite parce qu'elle est directement héritée d'une application écrite en Turbo Pascal sous DOS avec un écran VGA en 320 par 200 ou 256 couleurs. Maintenant je suis sur un i7, je peux sans problème passer en plein écran avec quelques artefacts visuels, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, qui sont liés au fait que c'est un rendu complètement software avec des erreurs d'arrondi. Alors cette première démo, elle est intéressante parce qu'on va voir comment ça fonctionne la 3D en interne en fait. On verra que les techniques qu'on utilise après sont pas forcément différentes. Donc dans cette application, j'ai pas grand chose en fait. Sur le form create, je crée une palette de couleurs en 256 couleurs, puisque je vous l'ai dit, c'est une application initialement développée pour DOS. Donc on était limité à 256 couleurs et j'ai conservé le principe de l'époque tout simplement. Donc on a un dégradé de bleu qu'on voit ici au fond de l'écran et un dégradé de vert dont on voit le début ici et qui sont utilisés l'un comme l'autre sur les tores. On initialise la rotation à 0 et une source de lumière puisque les tores, on le voit, ils sont éclairés. Donc ça c'est le vecteur dans la direction de la lumière. Sur le form resize, j'utilise un objet pixel de type tpixel, qui n'est pas très compliqué non plus. Il contient tout simplement donc la palette de couleurs d'une part, il a une largeur, une hauteur, et data ce sont les pixels. Donc quand je vais faire un resize de mes pixels, je calcule. Alors je suis obligé de passer par un virtual alloc, non pas un getMem classique ou même un tbyte, tout simplement parce que ces données vont être utilisées dans la fonction juste ici, setDbits2Device, qui nécessite une mémoire correctement allouée, enfin alignée en mémoire, sinon ça ne marche pas. Alors, au départ ça marche, mais quand on s'amuse à retailler la fenêtre, comme on réalloue à chaque fois, il y a un moment où ça finit par plus fonctionner. Donc ces pixels-là, on va voir le détail après, mais c'est juste des pixels en mémoire qui vont être dessinés à l'écran par setDbits2Device. Donc sur le resize, on recalcule la taille de ça et le facteur d'échelle, puisque je reste sur une scène en 320 par 200, mais mise à l'échelle à la taille de l'écran. Et je fais ici le calcul du framerate. Mon timer, il va appliquer changer la rotation et demander à l'écran de se rafraîchir. On prend simplement le temps depuis le début et on divise par le nombre de frames pour obtenir le nombre de frames par seconde qui vient s'afficher. Ici, 38 frames, 32, 40, 25, alors on ne sera pas beaucoup plus, tout simplement parce qu'on s'appuie sur un timer qui est réglé à 40 millisecondes, donc on ne sera jamais à 60 frames par seconde. Le form paint, donc, lui justement il compte le nombre de frames. On initialise le Z-buffer, puisque pixel est en fait un bitmap 3D. On va voir après ce que ça veut dire. Je remplis le fond avec tout simplement la palette de couleurs. Hein, c'est ce qu'on a ici au fond. Enfin, c'est pas de la 3D, c'est bête et méchant. Et j'ai le premier torus, deuxième torus.
dès que deux codes sont identiques, on indique la couleur de base. Ici on part de 1, ici on part de 128, ça fait tout simplement référence aux deux palettes de couleurs. On initialise la trigo, vous remarquerez que le deuxième tore il est à 90 degrés, soit 64 dans mon échelle de trigonométrique, puisque mon échelle trigonométrique s'appuie sur une table, non pas de 360 degrés, mais de 256 valeurs, un octet. Donc, si je prends 64, c'est bien le quart de 256, c'est-à-dire 90 degrés. Et je fais une translation, puisque mon deuxième tore est décalé par rapport au premier. Ensuite, je fais juste un draw world. Alors, les vertices, c'est un tableau de vertex count, de t-vertex. T-vertex, c'est un point dans l'espace x, y, z. Le nombre de vertex, il est calculé ici en fonction pour un tore de deux paramètres, qui est le nombre de divisions verticales et horizontales. Et en fait, le calcul se fait ici. On calcule les points, on calcule les faces, qui sont triangulaires, même si c'est pas visible à l'écran. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a trop de faces, ensuite parce qu'on a un effet de dégradé sur chaque face qui fait qu'on gomme, mais en regardant bien, on peut deviner les formes triangulaires. Et donc, Draw World, on applique les rotations, on applique la projection, puisqu'on part d'un objet en 3 dimensions auquel on va appliquer des transformations, notamment une rotation en 3 dimensions, puis une projection à l'écran, c'est-à-dire qu'on passe en 2 dimensions. Je fais une rotation des vecteurs normaux et des vertex, des sommets et des faces. Et ensuite, pour chaque face, il donne, en fait, les vecteurs normaux des faces vont me permettre de savoir si la face est visible ou pas. Si la coordonnée z du vecteur normal de la face est inférieure à 0, c'est que la face est tournée vers moi, vers l'écran. Donc je la dessine, sinon elle ne l'est pas. On peut inverser le test, hein, et voir que on dessine les faces arrière. Je peux aussi supprimer le test. Dans ce cas, ça fonctionne aussi, mais on dessine, le FPS on ressent un peu, puisqu'on dessine 2 fois trop de faces, parce que les faces cachées n'ont pas besoin d'être dessinées. Au niveau du dessin, c'est encore Pixel que j'utilise. Il possède 2 méthodes, un dessin de triangle en flat ou en gros. Flat, on va le voir, c'est tout simplement une seule couleur par face. Alors les faces ont l'air d'être parallélépipédiques, elles sont triangulaires, mais c'est parce qu'il y a 2 triangles par face, et elles sont coplanaires. Donc elles ont la même couleur. Et en gros, en fait, c'est la même chose, simplement, on va calculer non pas la couleur d'une face, mais la couleur de chaque sommet. Et le dessin utilise un dégradé de couleur pour faire le lien entre les sommets. Alors si je repasse en flat, on va voir ici, par exemple, si je réduis le nombre de divisions, vous allez voir que bon, voilà, je suis bien à 6 divisions sur le grand côté. Et l'autre division, c'est la division des anneaux qui constituent le tore. Regarde, je peux minimum 3, hein. Ça va être un peu étrange, mais voilà. J'ai 2 formes triangulaires avec des côtés triangulaires. Alors, je vais mettre 4 parce que sinon je n'arrive pas. Voilà. On a aussi encore des problèmes, ces problèmes d'arrondi sur Z. Alors inversement, je peux augmenter. Donc j'étais à 16 et 10, je peux passer par exemple à 32 et 20. Oups. En augmentant le nombre de faces, je vais améliorer la qualité de mon anneau. Là, les faces sont encore visibles, donc on va augmenter, on va passer à 64 et 40 par exemple. On va finir par avoir quelque chose aux erreurs d'arrondi près, assez joli. 128 par 80. Et la puissance d'un ordinateur comme celui-ci, qui a un i7, permet d'aller assez haut. Bon, en fait, on est rattrapé par les erreurs d'arrondi et c'est pas très joli. Donc je vais revenir à, je crois que c'était 16 et 10,
qui sont suffisants pour donner une forme, voilà, un volume cohérent. Et on passe en affichage bourreau pour appliquer un lissage. On peut peut-être augmenter, si je passe à 30, 32. Oups. On a quelque chose d'assez joli. Je double aussi ici. Voilà, c'est plutôt pas mal comme ça. Je reprends les valeurs initiales qui sont donc les valeurs qui fonctionnaient sur alors ça devait être un 486 peut-être à l'époque, sur sous DOS. Là, j'ai tout simplement le rayon, donc le rayon externe et le rayon interne, donc l'épaisseur de l'anneau. Le reste ne fait que calculer à partir de ces 4 paramètres les particularités du tore. Alors, si je regarde, on va commencer par le flat parce que c'est le plus simple. Qu'est-ce que fait que cette méthode? Donc, en paramètre, elle a 3 points. Alors, dans l'espace transformé, c'est-à-dire que X et Y sont des coordonnées d'écran, mais on a conservé la position Z du point pour connaître sa profondeur. Et on va dessiner le triangle ABC en tenant compte de la profondeur des pixels. Donc pour ça, j'ai mis au point, dans les années 80, sur Turbo Pascal, cet algorithme. Quand je dis que je l'ai mis au point, c'est que je l'ai réellement inventé, même s'il existait déjà, mais à l'époque, on n'avait pas Google, donc il fallait trouver soi-même un certain nombre de choses. Et j'avais trouvé sur une revue, sans doute, l'algorithme de Bresenham, qui permet de tracer une ligne de pixels en évitant les effets d'arrondi. C'est-à-dire que si vous utilisez une fonction de type ax plus b pour dessiner une ligne de pixels, vous allez avoir des pâtés où les arrondis vont créer plusieurs pixels au même endroit et voir des trous dans votre ligne si les arrondis font que vous sautez un pixel. Avec l'algorithme de Bresenham, on va pouvoir dessiner, par exemple, cette ligne de dièse où on passe à la ligne de façon régulière sans avoir de trous, sans avoir de pâtés. Donc je connaissais cet algorithme, je me suis dit, pour dessiner mon triangle, je vais simplement dessiner AB, BC, CD, et je vais conserver les coordonnées mini-maxi de chaque ligne, et ça va faire mon triangle. Je suppose que ça correspond... Oui, c'est ça. En partant, en considérant que le 0 est ici, donc A est en position 5, donc ici je suis en 5, 5, 6, je suis de 4 à 6, de 3 à 7, etc. En fait, je n'ai besoin de conserver pour chaque ligne que les positions mini-maxi. C'est ce que je fais ici dans ma flatline, où j'ai le x1, x2, qui sont les extrémités de ma ligne, mais je conserve également z1 et z2, qui sont, on se rappelle qu'on est dans un dessin en 3 dimensions, les positions z de ma forme à cet endroit. Donc je peux avoir ce point-ci qui est beaucoup plus proche que celui-ci, par exemple. Et sur chaque ligne, je vais conserver ces informations. Donc, comme je disais, on fait AB, BC, CA. Alors la fonction scan, elle est ici, elle utilise un algorithme de Bresenham en 3 dimensions, c'est-à-dire que je prends mes deltas x, y et z. Donc la fonction delta, elle s'assure simplement que delta soit toujours positif, c'est l'incrément qui passe en négatif au besoin. Mes accumulateurs d'erreurs sont initialisés avec la valeur des deltas. EE, c'est le delta le plus grand. Effectivement, on va faire un nombre fini de boucles qui est égal au delta le plus grand, parmi les 3. Si, dans l'entrée de ma boucle x est inférieur à x1, pour le y donné, eh bien, je mets à jour x1 et z1. Si x est supérieur à x2, eh bien, je mets à jour x2 et z2, toujours pour le y donné. Et j'applique ma correction d'erreur, c'est-à-dire que si mon erreur est supérieure à l'erreur la plus grande, il est temps de changer la coordonnée, et je décrémente l'accumulateur d'erreur, sinon je manque l'accumulateur d'erreur de son delta. C'est l'algorithme de Bresenham, je vous laisse regarder sur Wikipédia, c'est très bien expliqué. Simplement, il est appliqué ici sur 3 dimensions au lieu de 2. Et donc, une fois que j'ai scanné mes 3 lignes, j'appelle drawLine qui va
en fait utiliser encore un algorithme de Bresenham, mais cette fois en 2 dimensions, sur x et z. Pourquoi x et z? Tout simplement parce que je ne vais pas me contenter d'aller de x1 à x2. Il faut aussi que je prenne en considération z. Donc pour chaque ligne, enfin la ligne, je suis en train de tracer une ligne horizontale, donc y est connu, x et z, eux, varient suivant l'algorithme de Bresenham. Et le 7 pixels, si on regarde, si z est inférieur à 0, c'est-à-dire que je suis devant l'écran, on ne fait rien. Sinon, je ramène z sur une échelle de 255 pour que ça tienne dans un octet, pardon. Je calcule l'offset de mon pixel, c'est-à-dire que je prends x et y et je le multiplie par la hauteur et par la largeur pour obtenir le numéro du pixel. Si je ne suis pas en dehors de l'écran et que la coordonnée z de mon pixel est inférieure à la valeur stockée dans mon z-buffer, je mets à jour le z-buffer et je stocke la couleur de mon pixel. Si j'inverse ce test, vous allez voir que comme tout à l'heure, j'inverse. Ah oui, mais il faut que je initialise mon z-buffer à 0 du coup, puisque j'ai inversé mon test. Je passe sur les objets, enfin sur les faces arrière de mon objet, au lieu d'avoir les faces avant. Par contre, elles sont, contrairement à tout à l'heure, c'est une aberration visuelle, puisqu'on voit ce qui est le plus en arrière, devant ce qui est... enfin, le test de profondeur étant inversé, les choses sont complètement inversées. Donc, je vais remettre mon z-buffer à l'endroit. Et voilà. Et donc ça se fait sur chaque pixel. Quand je dessine un pixel, je vérifie que sa coordonnée z est plus petite que le pixel que j'ai dessiné précédemment, puisque je ne l'ai pas précisé, mais dans mon modèle objet, j'ai choisi 2 anneaux, c'est pas pour rien, c'est qu'ils s'entrecroisent. Donc c'est un peu le cauchemar des faces cachées, comment savoir quelle face dessiner en première, on ne peut pas, s'il y a des faces qui se chevauchent. Donc le z-buffer est la meilleure approche, en tout cas la plus simple, pour ce cas de figure. Et si je reviens en bourreau, bah, c'est pas très différent du flat finalement, simplement, sur mes lignes, je vais avoir x1, x2, je vais avoir la couleur 1 et la couleur 2, puisque ma face n'est plus de couleur uniforme, mais chaque pixel a une couleur, et la coordonnée z. Et quand je scanne ici de A à B, je prends de la couleur A à la couleur B, de B à C, de la couleur B à la couleur C. Et donc là, c'est aussi un Bresenham en 3D, sur dx, dy, dz, et c'est en fait un Bresenham en 4D, puisque je prends aussi un delta sur la couleur. Et sinon, de la même façon, si x, j'ai bien inversé les tests, est inférieur à ma position x, si x est supérieur à x2, je mets à jour ma ligne. Sinon, et puis je modifie mes accumulateurs d'erreurs. Et pour le drawline, c'est pareil. Cette fois, c'est un Bresenham non pas 2, mais 3D aussi. Puisque j'ai x1, je dois passer de x1 à x2, je dois passer la couleur 1 à la couleur 2, et de z1 à z2. Donc, chaque pixel a une position x, y et z pour une couleur donnée, qui n'est plus constante. Voilà, ça c'est rapidement le dessin tel qu'il existait dans les années 80 en Turbo Pascal. Vous pouvez le trouver sur mon site personnel d'ailleurs, en du Turbo Pascal si ça vous amuse. Voilà, ça c'était la démo 1. On va passer à la démo 2, qui est en fait le même principe. On trouve aussi ça, c'est un code original de Turbo Pascal, mais avec des objets différents. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail parce que c'est la même chose, simplement il y a une série d'objets dans Execute Object 3D. Donc on retrouve le tore, mais on a aussi le cube, le cylindre, la sphère, la G-sphère. En effet, une sphère peut avoir il y a plusieurs façons de faire une sphère en 3D. Si je dis
ma sphère, ici je vais la dessiner en flat. Vous allez voir que c'est une sphère à base de triangle qui forme un peu comme une balle de golf. Alors que si je prends une sphère classique, voilà, c'est une sphère comme une map monde en fait, avec des méridiens et des parallèles et des méridiens. Hop, je vais revenir avec ma sphère de base. Et je vais la remettre en gros. Alors le code est légèrement différent parce qu'il est orienté objet, mais c'est globalement le même. C'est si l'objet, si la face n'est pas cachée, etc. Trop flat. C'est un code que j'ai repris aussi ma démo Turbo Pascal, qui avait été écrite quelques temps plus tard. Maintenant, on passait à une autre technologie qui est OpenGL, donc l'accélération 3D de la carte graphique. Et on va voir qu'on obtient exactement les mêmes tors. Alors les couleurs sont pas totalement fidèles, mais c'est pas très grave. Et c'est en fait beaucoup plus fluide. Je sais pas si ça se remarque dans la vidéo, on en a tout de suite l'impression. Et si je reprends, puisque j'utilise le même tort que tout à l'heure, là je peux tranquillement multiplier par 10 les dimensions, le calcul du tort se faisant par le logiciel, hein, tout le calcul des points, c'est un peu le plus lent, mais le rendu, lui, ne souffre absolument pas de cette augmentation du nombre de points. On a beau être en 10 fois plus de points, la carte avale ça sans problème. Donc si je regarde au niveau du source, dans le form create, on a des choses un peu plus compliquées puisqu'il faut passer par toute l'initialisation OpenGL qui se fait jusque-là. Donc on choisit un format de pixel, on l'applique, on crée un contexte OpenGL, on le rend actif, on définit la couleur en même temps, il ne sert à rien puisque je remplis mon écran, mais bon, peu importe. Le clearDepth, c'est ce qu'on a retrouvé tout à l'heure sur mon ZBuffer, c'est tout simplement la valeur de mon que je dois mettre dans mon ZBuffer, puisque OpenGL utilise un ZBuffer quand je l'efface, et j'active mon ZBuffer, j'active le DevTest. J'active aussi les faces cachées, donc j'ai pas besoin, comme en version software, de calculer les faces cachées ou les vecteurs normaux, OpenGL s'en occupe. Et oui, là j'ai rajouté simplement une lumière, pour pas m'embêter avec la couleur des surfaces. Le form resize va simplement ajuster le viewport de OpenGL. Le timer, lui, n'est pas différent de tout à l'heure. Et sur le form paint, voilà, on demande à OpenGL d'effacer à la fois les couleurs et le buffer, le ZBuffer. On va passer en rendu 2D avec une projection orthogonale. Ça, c'est pour dessiner tout simplement un quad, donc un rectangle, enfin deux rectangles en fait, le premier est ici, le deuxième est ici, c'est les dégradés du fond. Donc je donne la couleur du haut, les points 0, 0, largeur 0, la couleur du bas, et I c'est 127, donc c'est la position de la séparation. Et sur le deuxième rectangle, couleur du haut, couleur du bas, le dégradé calculé par OpenGL. Ensuite, j'ai passé en projection glue perspective, donc une vraie perspective avec un angle de vue à 45 degrés. Le Depth Mask, oui, j'avais désactivé ici, pour pas que mon fond vienne perturber mon ZBuffer, je l'avais désactivé, je réactive ici. A priori, oui, le Cube Face aussi, je l'avais supprimé, c'est pour pas m'embêter sur l'ordre de création de mon rectangle. Je l'ai réactivé derrière. J'active la gestion des lumières. On a ici des fonctions trigonométriques matricielles pour les rotations, donc on n'a pas besoin de faire les calculs nous-mêmes. Et on va juste lui dire, voici mon tableau de points, donc c'est le même qui est utilisé dans la version software. Je lui dis simplement où se trouvent mes points. Mes normales, elles se trouvent dans ce tableau-là.
j'active les deux buffers que je viens de déclarer, je définis la couleur, c'est là que on va voir une différence de couleur, c'est que si ce téléphone veut bien arrêter de sonner, on a une différence de couleur par rapport à la version software, c'est qu'ici on définit la couleur de l'objet. On pourrait définir la couleur de chaque pixel, mais j'avais pas envie de m'embêter. Et on lui dit ensuite de dessiner toutes les faces. Donc ça, c'est encore les faces que j'avais calculées en mode software. On fait une rotation 90, une translation, on change de couleur, et on dessine notre deuxième torus. Et fin du truc. Qu'est-ce que c'était que ça? Je ne sais plus. Parce que je vous avouerai que ça fait un petit moment que j'avais fait ces sources, et j'avais pas encore eu le temps de faire ma vidéo. Ah oui, c'est tout simplement, OpenGL, on peut facilement afficher les vecteurs normaux. Donc là, je vois en rouge les vecteurs normaux des faces, et en vert les vecteurs normaux des sommets, ou l'inverse. Ce qui explique la coloration. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant dans OpenGL, c'est que d'abord on a un FPS qui souffre pas du tout du nombre de faces, et en plus on a plein de calculs à ne pas faire. On fait pas la projection, on fait pas la rotation, c'est fait par OpenGL. On ne calcule pas la couleur des pixels, on calcule pas, on fait pas de dégradé, on fait pas de... OpenGL est capable de dessiner un triangle de 3 sommets dont on donne la couleur de chaque sommet. D'ailleurs, c'est pas ce que je fais ici, puisque j'utilise le Lightning, donc là, il est même capable de calculer la couleur tout seul des objets. J'ai même pas ça à faire. Alors, qu'en est-il de FMX? Est-ce que la même technique peut être utilisée par FMX? Ben oui. Alors là, j'ai pas refait le fond, parce que le fond, faire un fond dégradé en FMX, c'était pas très intéressant. Par contre, savoir comment reprendre mon objet 3D, eh bien, je me suis pas embêté. J'ai pris un objet mesh qui est ici. Donc il est vide, donc on voit rien du tout. Et je lui ai dit, je lui fixe le nombre de points et je copie tous mes vertex x, y, z dans les vertices et je prends les vecteurs normaux aussi. Et après, je lui définis les faces, ABC, et FMX s'occupe du reste. Je n'ai rien à faire. Donc, mes objets 3D, mes meshes, sont calculés de la même façon que mes objets... enfin, c'est mon torus, hein, c'est toujours le même. Donc le calcul que j'avais fait ici pour décrire mon objet, il est utilisé aussi en FMX. Je passe vite fait sur la version 3. Alors c'était quoi ça? Ah oui. Ici, vous remarquerez deux choses. D'abord, c'est que le FPS est descendu à 10, et que je n'ai plus des tors, mais des sphères. Par contre, elles sont très jolies, les sphères. Alors pourquoi? Eh bien, en fait, ici, je n'utilise plus mon unité torus. J'utilise l'unité parallélisation. Ça permet juste, si je ne l'utilise pas, et voir que ça fonctionne aussi. Par contre, là, je suis à 3 FPS. Si je parallélise les choses, je suis en plein écran à 10 FPS. Donc la parallélisation, c'est simplement un petit objet que j'ai écrit il y a quelques temps, en 2013, qui récupère le nombre de cœurs du processeur, et pour chaque cœur va lancer un thread parallèle qui va faire un calcul pour une valeur donnée. Et donc on donne le nombre d'itérations totales que l'on veut, et chaque tâche va utiliser interlock increment pour récupérer la valeur de l'itération suivante. Tant qu'on n'a pas fait toutes les itérations, il va traiter cette itération et récupérer la suivante jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'itération à faire. Et comme là j'ai un 8 cœurs, j'ai 8 tâches parallèles qui vont traiter les pixels à chacun de leur tour, au lieu d'avoir une seule tâche, un seul processeur qui fait tous les pixels de l'écran. Ben, il a le travail divisé par 4.
c'est la fonction drawPixel, c'est ce qui est utilisé par mon parallélizeur, on-iterate drawPixel, et donc il envoie un index, et je récupère avec un modulo et un div la position XY de mon pixel, puisque ce que je fais, c'est simplement calculer la couleur de mon pixel. Alors pixel color, ici on a vu, c'est du recasting, c'est-à-dire que je prends le milieu de mon écran et je pars d'un point d'observation qui est situé au milieu de l'écran en coordonnées 0, c'est vraiment dans le plan de l'écran. Et je vais aller très loin vers le fond de l'écran. Et je vais utiliser une fonction de recasting pour savoir si mon œil, enfin si mon rayon, ah oui non pardon, mon œil il est situé où? Il est situé à moins 800, en arrière, c'est mon œil à moi, qui n'est pas sur l'écran. Et donc j'envoie un rayon depuis l'œil vers l'écran. Alors fx, fy, c'est pas le milieu de l'écran, je dis une bêtise, c'est la position du pixel à l'écran. J'envoie un rayon qui part de mon œil vers l'écran, la position du pixel à l'écran, et je cherche ce qu'il y a derrière. Est-ce que je rencontre la sphère numéro 1? La sphère numéro 1, donc j'utilise recast de sphère avec un centre, allez, au centre de l'écran, un rayon de 50. La recast sphère, en fait, c'est la résolution d'une équation de type x carré plus y carré plus z carré égale r carré. Donc on va calculer un discriminant b carré égale moins 4ac, je vous renvoie au cours de mathématiques, et on va, si le discriminant est positif, trouver deux solutions. Puisqu'un rayon qui traverse une sphère, je vais y arriver, passe par deux positions, elle rentre dans la sphère, elle ressort. Donc il y a deux solutions à cette équation. Et on va chercher moins b moins racine carrée de d sur 2a, si c'est inférieur à 0, on ne le prend pas, sinon on a une intersection. Et si cette intersection est plus proche que celle qu'on a déjà trouvée, on la prend. Actuellement, on est à loin derrière. Donc si on rencontre la sphère 1 à moins derrière, notre intersection est mise à jour. On fait pareil pour la sphère 2. La sphère 2, elle est simplement pas au centre, mais sinon c'est pareil. Ah oui, ici j'applique la rotation qu'on appliquait tout à l'heure à tous les points de l'univers, je ne l'applique qu'au centre de ma sphère. Et comme ça que ma sphère va tourner autour de la première qui elle est fixe. Intéressant, je ne fais tourner qu'un seul point, c'est toute ma sphère qui suit. Et sinon je fais un recast également. Si j'ai trouvé une collision, je normalise le vecteur qui me la normale à la collision, puisque je percutais une sphère, mais il faut que je sache par quel angle j'attaque ma sphère pour pouvoir calculer sa couleur. Et je fais un getColor. C'est ce que je faisais aussi tout à l'heure, d'ailleurs, je ne l'ai pas donné en précision, mais on est revenu sur du pur software, alors il n'y a pas du tout d'accélération 3D. Et donc c'est un produit vectoriel entre le rayon lumineux, enfin la source de lumière et l'angle du vecteur touchant la sphère qui permet de calculer la couleur du pixel. Voilà, et si je n'ai pas de collision, ben c'est que je suis sur le fond et je dessine simplement mon dégradé de vert et de bleu. Donc ça c'est une autre approche d'un rendu 3D, c'est-à-dire qu'on calcule pour chaque pixel de l'écran, je ne sais pas si je l'avais bien précisé, pour chaque pixel de l'écran, ou par itération sur la totalité des pixels de l'écran, ce qui revient au même, on calcule individuellement la couleur de chaque pixel. Et ça c'est relativement long, et j'avais mis en commentaire ici, là pour des sphères, je résous cette équation, l'équation d'un tore, c'est ça. C'est cette équation-là qu'il faut résoudre pour obtenir le point d'intersection. Sachant que sur un tore, on a jusque 4 points d'intersection. Sur un anneau, je peux rentrer sur un bord, sortir de l'autre bord, et il y a un anneau ici, et j'ai encore 2 autres points d'intersection de l'autre côté. Donc c'est une résolution d'équation qui n'est pas simple, que je n'ai pas faite, puisque j'ai pas envie. Et surtout qu'il existe d'autres solutions. Sur la démo 4,
J'ai fait une bêtise, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Alors les merveilles de la technologie, je vais pouvoir... Hop, je vais fermer ça. Voilà. Je vais me remettre sur un autre 3, et tout ça, ça va être coupé au montage. Donc sur la démo 4, je retrouve mes deux sphères. Par contre, là je suis à 3 FPS. C'est lamentable. Pour le même résultat que tout à l'heure. Donc c'est pas très intéressant, vous pouvez me dire. Mais en fait, si, c'est passionnant. Est-ce que j'ai de la parallélisation sur celui-là? Je ne sais plus. Oui, j'ai une parallélisation. Donc je suis paralysé, j'utilise tous mes processeurs et tous mes cœurs. Pourtant, j'ai un résultat qui est déplorable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'utilise une autre approche qui est le remarching. Et qui est plus consommatrice de temps. Mais ce qui est intéressant dans cette approche, en tout cas en approche software, c'est que je vais changer une ligne ici et deux lignes ici. Puis alors, si vous regardez bien, length de P-50 ou length de vecteur 2 moins... Oh, c'est pas extraordinaire, c'est pas limpide quand on le lit comme ça, mais on voit tout de suite qu'il n'y a pas d'appel de fonction. Je crée un vecteur 2D, il n'y a pas grand chose. D'ailleurs, le FPS, on va le voir, est toujours à 3 FPS. Par contre, mon image dessine 2 tors. Nickel, avec une surface mathématique parfaite. Voilà, je suis à 1 FPS. Bon, il souffre un petit peu quand même. Mais, je n'ai que changé une ligne de code pour obtenir ce résultat. Alors que tout à l'heure, je vous l'expliquais, faire une résolution d'équation de l'intersection d'un rayon avec un tore, c'était quelque chose de compliqué. Ici, c'est quelque chose de simple. Alors, pour vous expliquer comment marche le remarching, je vais passer sur Flash Pascal, dans la version 2014. Je ne sais pas si vous connaissez Flash Pascal. Je suis plus mis à jour. C'est un produit que j'ai lancé, c'est un compilateur Pascal pour Flash. J'écris du code Pascal, et quand je fais compiler, j'obtiens une applet Flash. Donc cette applet Flash vous montre ici l'écran, le rayon, la sphère, première intersection, deuxième intersection, c'est une équation a x carré plus bx plus c égale 0. Et ça, c'est compliqué à résoudre. Par contre, calculer la distance qui me sépare du centre de la sphère, ça c'est une racine carrée, c'est très facile. Et l'idée c'est, en fait la vidéo va trop vite, enfin l'animation va trop vite, c'est de calculer la distance à la sphère, et je sais que je n'ai pas touché la sphère puisque la distance n'est pas nulle, donc je peux avancer sur mon rayon de cette distance-là. Je vais recalculer, je vais relancer l'animation. Au lieu de faire la résolution d'équation, pour calculer la couleur de ce pixel-là, résolution d'équation avec ces deux points qui est une expression de son degré, je vais simplement calculer la distance qui me sépare du centre, la distance entre deux points en 3D c'est très simple, et je peux avancer sur mon rayon de cette distance car je sais que je n'ai pas percuté la sphère. Je recalcule la distance, et au fur et à mesure que j'avance, je vais finir par tomber à une distance suffisamment petite pour considérer que je suis sur ma sphère. Et c'est comme ça que j'ai trouvé mon point d'intersection. C'est le principe du remarching. Je fais une deuxième petite démonstration, voici 3 sphères, comment calculer l'intersection ici. Bien de la même façon, je vais calculer non pas une distance, mais 3 distances. Enfin, voilà, 3 distances. Je m'en constate que celle-ci est la plus petite, donc je peux avancer sur mon rayon de cette distance. Je recalcule les 3 distances, je peux avancer de cette distance. En réalité, la sphère qui est ici, je ne l'atteindrai jamais, puisqu'elle n'est pas sur mon rayon, mais je ne le sais pas. Par contre, c'est la plus proche, donc j'avance sur mon rayon de la distance qui me sépare de cette sphère. D'abord en ralentissant, puis en accélérant, et hop, je passe sur la sphère numéro 2. J'avance, là je vais commencer à m'éloigner de la sphère numéro 2, en avançant toujours sur mon rayon.
et à un moment donné, je vais être plus proche de la sphère numéro 3. Et je vais donc pouvoir avancer sur mon rayon de la distance qui me sépare de la sphère numéro 3 jusqu'à atteindre une distance suffisamment faible pour considérer que j'ai trouvé mon point d'intersection. Et c'est là qu'on voit qu'en remarching, le nombre d'itérations est important, puisqu'ici j'ai dû faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, une dizaine d'itérations pour finalement découvrir que mon point se trouve sur la sphère. Si je reprends mon code Pascal, la pixel color, on prend un pixel hors de l'écran, c'est celui que je vous ai montré sur cette vidéo, on prend un pixel hors de l'écran, je prends le pixel à l'écran, sur l'écran, celui dont je dois calculer la couleur, n-p, c'est la distance entre les deux, la longueur qui les sépare, je calcule la longueur qui les sépare. Alors j'ai créé des objets vec3, etc., qui sont des records en fait, qui permettent de manipuler un vecteur en 3 dimensions et qui déclarent des opérateurs d'addition, soustraction, multiplication, etc. Vous verrez plus tard pourquoi, je vous l'expliquerai dans la démo 2, GLDemo 2. Ici, alors f c'est quoi? C'est la distance parcourue, il me semble. Donc je prends un point, je pars de mon point P, et je vais faire 90 étapes sur mon rayon. C'est le nombre d'itérations. C'est là que si je ne fais pas suffisamment d'itérations, je n'atteindrai pas mon objet. Je calcule la distance du point K, et ça me retourne sa couleur. Si la distance est inférieure à 1, alors je sors de ma boucle. Ça c'est la fin de l'itération, j'ai trouvé mon objet. Sinon, j'augmente. Alors oui, alors f c'est la longueur de mon vecteur. J'ai avancé de d unités. Et si la longueur est supérieure à 2 fois la longueur qui me sépare, donc là c'est une valeur arbitraire, mais en gros si je suis au-dessus d'une certaine valeur, je sors, puisque je suis déjà trop loin. J'ai traversé toute ma scène sans trouver d'objet, donc je suis sur la couleur de fond. Et sinon, ben j'avance mon point sur la ligne, donc je pars du point initial, n c'est donc la différence des deux multiplié par f sur l, donc c'est le pourcentage en fait de la distance que j'ai parcourue sur mon rayon. Si la distance est inférieure à rien, je récupère la couleur, sinon je suis sur la couleur de fond, donc là c'est tout simplement le calcul de dégradé. Le getColor, ben, j'utilise le vecteur de lumière et la couleur qui m'est retournée, et f c'est quoi? Un truc qui m'échappe. Alors j'ai trouvé l'objet, qu'est-ce que je retourne dans distance? Non, on voit la distance. C'est quoi c'est? K c'est mon point. Ah oui, normalise. Non, ça c'est normal. Et il me vient d'où mon C? J'ai la berlue. Ah oui, ici c'est distance. Ah oui, quand je calcule ma distance, je revois la couleur du point. Ah, mais en fait, j'ai fait un peu les choses... les vecteurs. Ah, mon calcul de couleur est pas bon, en fait.
Bon, c'est pas grave, le résultat est intéressant. Et donc, ce que je vous disais, si je réduis le nombre d'itérations, par exemple, je n'en mets que 5, je vais, en fait, mon rayon n'arrive pas au bout et il considère qu'il n'a pas trouvé l'objet, puisque on est, si je reviens ici, à 5 itérations, on est là quelque part, il considère qu'il n'a pas trouvé l'objet. Mais pour le rayon qui va plus loin, plus près de la sphère, 5 itérations vont suffire pour trouver la sphère. Donc on va obtenir, c'est comme ça, ce genre d'effet un peu bizarre. Mais intéressant d'ailleurs. Je suis sûr qu'il y a des jeux qui utilisent ça pour faire des effets de téléportation, ce genre de choses. Il y a ça, et la distance. Si j'augmente la distance de seuil, c'est-à-dire que j'autorise... Voilà. Je suis plus tolérant sur la distance minimum à l'objet, et ça donne des artefacts aussi assez intéressants, je trouve. Une autre chose aussi qui est intéressante dans le calcul de cet algorithme, c'est, on a vu, il est basé sur le calcul d'une distance à un objet. Mais je peux très bien m'amuser à faire ceci. C'est-à-dire que mon point la fonction distance prend un point et cherche à quelle distance je me trouve d'un objet. Et si je prends px et que je lui applique un modulo de y, et que y, je lui applique on peut avoir des choses complètement délirantes. Alors c'est un peu compliqué si je mets les trois en même temps, je crois que c'était pas prévu. Ici, je vais par exemple avoir une déformation de la surface en appliquant un facteur de y sur x. Je peux transformer y en fonction de z aussi. Et je déforme complètement mon objet. Et le modulo, tout simplement, sur z, va me permettre de dupliquer mon objet. Ah, ça, c'est super intéressant. Si je veux faire, vous envoyez plein des démos comme ça, où vous avez des tas de répliques d'un même objet, en fait, ça ne coûte strictement rien quand on est en remarching, puisque de toute façon, on calcule chaque pixel de l'écran, hein, on est dans un mode de retraceur, de retracing. Et en transformant le point d'origine, en fait, on transforme la fonction de résultat. Et en fait, avec un modulo, on duplique l'objet forcément, puisque la distance se retrouve calculée aussi en modulo. Je sais pas si c'est très clair, mais... En gros, si je fais varier mon point de 0 à 100, et que je fais un modulo de 0 à 50, et bien de 0 à 50 et de 50 à 100, je vais avoir les mêmes résultats. Donc, le même objet. Si j'ai un objet qui se trouve entre 0 et 50, il se retrouve localement entre 50 et 100. C'est aussi bête que ça. Alors, comme tout ça c'est assez lent, on va passer à la version OpenGL. Et là, vous voyez qu'on a nos deux tors avec 26 frames par seconde. Un petit artefact, c'est encore une démo que j'ai pas initialisé avant de faire la vidéo. 90, distance 1. Non, pourtant. Ah oui, c'est ça. Tac. En fait, on a un super rendu avec deux tors, et on a les FPS, tout simplement parce que là, ce n'est plus du rendu software. D'ailleurs, au niveau code, j'ai plus grand-chose, en fait. J'utilise, c'est des fonctions que j'ai écrites parce que les fonctions de base d'OpenGL sont un peu complexes, mais je crée un programme, un shader en fait. Enfin, il y a deux shaders, il y a le vertex shader et le fragment shader.
Sur une carte graphique programmable, les cartes graphiques récentes, on peut utiliser un langage de programmation pour directement programmer les transformations effectuées par la carte graphique. On a vu dans la version GL Demo 1 qu'on avait des mots-clés OpenGL pour initialiser les matrices, définir une perspective, et encore Blue, c'est une extension à OpenGL, c'est pas la fonction de base, etc. Avec les cartes récentes, on va pouvoir utiliser GLX Compile, Shader, GLink Program. On a quasiment un compilateur, enfin on a réellement un compilateur, puisque le Vertex Shader, c'est une ANSI string qui contient un code similaire au C, mais c'est du shading langage, et le fragment shader également, c'est un programme écrit en C, en shader langage, qui est compilé par le driver de la carte graphique et exécuté directement par la carte graphique. Alors qu'est-ce que le Vertex Shader? Ben, c'est lui qui est responsable de la transformation. Donc toute la partie trigonométrique qu'on avait fait, c'est ça qui est amusant, dans la version 1 de notre démo. On avait une unité trigo pour faire des rotations et des projections, etc. Et bien on va les retrouver au niveau de notre Vertex Shader. Alors avec des fonctions plus évoluées, hein, d'ailleurs, oui, ça tient en 2 lignes. La position, c'est la position transformée, donc on utilise les propriétés qu'on a déclarées dans OpenGL. Et le fragment shader, bah, c'est celui qui est responsable de la projection à l'écran. Donc il va notamment, il a une fonction main ici qui est appelée avec en paramètre, je lui donne la résolution de l'écran, le vecteur de rotation, et lui, il doit me retourner la couleur du pixel. Sont des mots-clés, enfin des variables réservées qui me permettent de faire ça. Donc, ce que j'avais fait ici en Pascal, pixel color, donc, est-ce que c'est celui-là? Oui, c'est celui-là, on avait pris un point en moins 800, on va le retrouver en shader langage avec un vecteur 3, d'où le nom de ma classe vecteur 3 tout à l'heure, en 00-800. J'ai mon vecteur n, alors j'ai le fragment, c'est les coordonnées x, y de mon point, moins la résolution divisée par 2, etc. En fait, c'est cette formule-là que j'ai appliquée sur du GL langage. Je calcule la longueur de mon truc, j'ai ma distance f, le point k, la distance d, la couleur, je fais mes 90 steps, je calcule ma distance, donc la fonction f-distance, elle est ici, qui de la même façon va prendre la distance à mon premier torus et renvoyer cette couleur, rotation de 45 degrés, plus translation de 60 pixels, et je calcule ma deuxième longueur. Si la deuxième longueur est inférieure à la première longueur, je renvoie la couleur du deuxième objet. Si ma distance est inférieure, je break. Sinon, j'augmente mon vecteur f. Si j'ai fait 4 fois L ou 2 fois L en Pascal, ça suffira. Et sinon, je normalise, je calcule ma couleur, et j'ai mon couleur de fragment, etc. Donc, là, je suis revenu sur l'autre. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est très exactement la même chose que dans la précédente démo, mais au lieu d'être exécuté en code Pascal, c'est exécuté par la carte graphique. Et c'est quand même beaucoup plus rapide que même un 8 cœurs, un i7 8 cœurs. Les cartes graphiques sont spécialisées là-dedans. Voilà, on peut revenir à la démo 1 qui montre comment on faisait dans les années 80 et la version, une démo 2 qui montre comment on fait en 2018 pour faire la même chose en fait. Et là aussi d'ailleurs, si je m'amuse à changer les paramètres, je peux faire des modulos et je me retrouve avec un nuage de points pour pas plus cher. Si je mets mon modulo plus haut, c'est mes deux objets qui sont dupliqués. Ça marche très bien. Je peux aussi appliquer une mise à l'échelle par exemple. Voilà, mon anneau est plus petit. Et là aussi, mais puisque c'est exactement le même algorithme, si je réduis les itérations, je vais avoir des effets étonnants, avec moins d'erreurs d'arrondi, ceci dit que la version
les objets sont incomplets. Navigation software, et si je réduis, voilà, si je mets ma distance à 2, je vais avoir aussi ces artefacts un peu bizarres. Et on peut très bien faire varier ce paramètre-là dans le temps, puisque on peut envoyer des paramètres. Voilà, c'est get uniform location, résolution et rotation. Et en fait, quand je fais un GLPaint, je fais une uniforme de F, résolution C, width I, et uniforme 3F. Donc je peux très bien passer un paramètre à mon programme, à mon GL shader programme compilé, et lui dire téléportation, et je viens jouer sur ce paramètre-là. Par contre, ça oblige à réaliser toute la scène en shading langage, et non pas avec des objets 3D à travailler sous 3D Studio, ce que vous voulez. Je vais finir avec une toute petite, une démo qui reprend exactement les principes de ce qu'on a vu, mais pour lequel le source du shader est dans un mémo. Et c'est un source que j'ai récupéré sur le site ShaderToy, que je vous invite à visiter. Il est bourré de démonstrations, telles que celle-ci, qui montre qu'avec un peu de mathématiques, finalement, on arrive à faire des choses assez sympas. Et c'est très exactement le même principe que ce que j'ai exposé plus précédemment. Hein. Bon, il y a simplement la fonction main, ça s'appelle main image, puisque c'est lié au fonctionnement de ShaderToys. Et il va, à un moment donné, voilà, il fait alors la fonction s'appelle pas distance, mais remarch. Il fait render step étape, et il get l'assigned distance field width plane, et si la distance est inférieure à 0,01, peut-être un peu beaucoup, non? Ah non. Bon, c'est parce qu'il utilise pas, il utilise des valeurs plus petites que moi, dans ma version. Ah oui, alors lui, il utilise la fonction illuminate, qui, si je ne m'abuse... Ah non. Si, il fait un get distance color. Un get distance color... Ouais, je sais plus. Parce qu'il y a un moment donné, pour calculer la couleur d'un pixel, en fait, je crois que mon code est erroné. Mais c'est pas très grave. Et donc, si on regarde, voilà, on a getMetaball, il fait... Ça va permettre de savoir si on est dans la metaball, le plane, plus, si je fais, je sais pas, je mets plus 5. Hop. Donc voilà, mon plan est parti. Oui, c'est parce qu'il y a des petites valeurs. Je vais mettre 1. Voilà mon plan. Ah tiens, c'est rigolo, il y a même les ombres qu'on ne voyait pas forcément. Puisque, en fait, le SD-Plane, il est intéressant, en fait. Il permet de... Il affiche la distance, la fonction de distance. Et on voit ici que la distance qui nous sépare des objets. Et si je réduis render step, alors c'est une constante, j'imagine. Render step 400, oui, on va en mettre 100. Ouais, 100 ça marche aussi, on va mettre 50. Ah oui, on a une auréole bleue qui apparaît autour des objets parce qu'on n'a pas assez d'itérations. En fait, 150, ça marche déjà très bien. Show, render, des, true. Avec un point virgule, ça sera mieux. Sinon, on a une erreur de compilation. Voilà, ben, voilà. Ça, c'est le Z-buffer, en fait. Donc là, on revient encore à notre première démo. Donc c'est la couleur de fond, couleur du blanc, A et B, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est un paramètre de la... Ah, ça va de la taille des boules, peut-être. Des métaballs.
Voilà. Si vous voulez plus d'informations sur les shaders, sur la programmation des shaders, je vous invite à aller voir Shader Toys. Bon, sur ce, j'ai terminé ma présentation. Je vais mettre ces sources sur GitHub. Vous pourrez les consulter à loisir. Merci pour votre attention et à bientôt pour une autre vidéo.